Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je m'appelle Papa Salif Sow, je suis médecin et je travaille à Dakar au service des maladies infectieuses de Dakar au Sénégal. Je voulais remercier Peter et Jean-François de m'avoir invité aujourd'hui ici dans cette prestigieuse Collège de France et partager avec vous les réalités du traitement en Afrique. En 12 minutes, je ne pourrai pas tout couvrir. J'ai essayé d'avoir une vision perspective pour essayer de voir quels sont les points sur lesquels nous devons intervenir pour améliorer dans le futur ce qui est en train d'être fait dans le domaine du traitement antirétroviral en Afrique. Une des diapositives de Stéphano, c'est de montrer que la décentralisation du traitement antirétroviral a été une réalité depuis les années 2003 jusqu'à aujourd'hui. On a pu faciliter l'accessibilité géographique et financière du traitement antirétroviral dans les coins les plus reculés, même jusqu'au niveau district. Il n'y a pas de problème, le traitement marche. Mais dans mon exposé de 12 minutes, je voulais uniquement toucher quelques points sur lesquels l'on devrait faire beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de recherche opérationnelle pour améliorer ce qui est en train d'être fait. Parce que le constat, malheureusement, aujourd'hui, c'est que l'initiation du traitement antirétroviral se fait de façon très tardive à un stade d'immunodépression, même en 2010 très avancé. La mortalité précoce durant les 3 premiers mois, même sous traitement antirétroviral, reste élevée du fait de l'immunodépression, mais également d'un autre facteur sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est la malnutrition très sévère. Et quand on parle de VIH en Afrique, c'est toujours la co-infection, tuberculose et HIV, les interactions antirétrovirales, le traitement antirétroviral et le traitement antituberculeux. Quand commencer, comment il faudra mener ça, on verra tout à l'heure l'étude Camélia, et surtout, l'insuffisance aujourd'hui en 2010 d'outils sur le plan virologique pour mesurer ce que nous sommes en train de faire, afin de savoir quand changer et comment changer, quel est le meilleur schéma. Et l'absence de cet outil viral, c'est comme un avion sans plan de vol, et ça pose énormément de problèmes sur le plan de résistance, mais également sur le plan de la mortalité. Et l'un des éléments aussi sur lesquels je voulais m'appesantir, c'est l'accessibilité extrêmement difficile aux deuxièmes lignes, parce que les cohortes africaines commencent à vieillir, mais de plus en plus des patients aujourd'hui ont besoin de troisième ligne, et d'où l'importance de cette recherche opérationnelle qu'il faudra mener dans les pays du Sud afin de répondre quelle est la meilleure stratégie sur les secondes lignes et les troisièmes lignes, parce qu'aujourd'hui, ces cohortes vieillissants ont besoin d'avoir accès à ces molécules antirétrovirales. Mais malgré cette décentralisation qui est effective, quand on regarde l'ensemble des pays, ou bien la majorité des pays en Afrique au sud du Sahara, l'on se rend compte que le taux de couverture par un traitement antirétroviral, c'est une étude de l'ONU-SIDA de 2009 qui montre qu'il y a une différence. Dans certains pays, on est à plus de 60% de couverture, c'est-à-dire ceux qui ont réellement besoin du traitement sont traités. Mais par contre, quand vous regardez, dans certains pays, le taux de couverture est extrêmement faible, ne dépassant pas 20% de l'ensemble de ces patients qui ont réellement besoin de traitement antirétroviral. Cette étude qui date de 2007 dans le cadre de cette collaboration ARC-Link avec Matthias Ege, qui a été présentée à la CROI au mois de 2007, est aussi d'actualité et qui avait monté sur plus de 42 pays. On a compilé les données, plus de 33 000 patients. Le constat, c'est qu'on commence très tard le traitement antirétroviral. Et vous voyez qu'on a comparé les pays du Sud où l'initiation avec des taux de décès des cas extrêmement bas versus les pays du Nord, il n'y a pas photo. La conclusion, c'était que nous débutons trop tard
le traitement antirétroviral chez ces patients qui sont fortement anémiés, ces patients qui sont fortement malnutris, ces patients qui ont des candidoses bucco-œsophagiennes, donc qui posent beaucoup de difficultés sur le plan même immunitaire chez eux-mêmes, et qui fait que le traitement antirétroviral sera extrêmement difficile chez ces patients. Et jusqu'à aujourd'hui, en 2010, l'initiation au traitement se fait de façon très tardive, même s'il y a les nouvelles recommandations de l'OMS que beaucoup de pays n'ont pas encore mises en œuvre, de commencer à 350 de CDK. Donc, c'est un grand challenge pour le futur en Afrique. Comment faire pour que l'initiation se fasse beaucoup plus précocement? La co-infection avec la tuberculose reste une actualité. C'est tuberculose pulmonaire, mais surtout extra-pulmonaire. Et je disais tout à l'heure, ce qui pose le problème toujours quand commencer le traitement, et les résultats récemment obtenus par l'étude Kamalia ANRS Cambodge ont montré qu'il faut commencer le plus tôt possible, même dans le cas de la tuberculose, pour avoir un impact sur la mortalité chez ces patients co-infectés tuberculose et infection par le VIH. Quels sont quelques éléments aussi de réflexion pour lancer le débat? Je voulais juste m'appesantir sur ces décès précoces, le problème des résistances et aussi l'échec du traitement. Comment peut-on l'améliorer dans un bref futur en Afrique? La mortalité précoce, c'est vrai, c'est l'immunodépression, donc il faut commencer à 350, ce sont les nouvelles recommandations de l'OMS, et un atelier de Dakar en fin de septembre avec pratiquement beaucoup de pays africains va réfléchir sur la mise en place, l'effectivité de ces nouvelles recommandations, comment va-t-on les mettre en place dans le cadre des différents programmes. Mais l'autre élément qui est important, c'est que aussi il faut, et les recherches opérationnelles sont en train de le démontrer, que la malnutrition sévère qui accompagne cette immunodépression sévère est un facteur également de mortalité élevée. Pourquoi? Parce que chez ces patients sévèrement malnutris, ils ont des difficultés d'absorption des médicaments, qu'il s'agisse des médicaments antirétroviraux comme des médicaments pour le traitement des infections opportunistes. Donc, il faut forcément, en même temps, de façon combinée, traiter l'immunodépression, mais également traiter cette malnutrition sévère chez ces patients qui ont des BMI extrêmement bas. Cette diapositive est aussi d'actualité et montre que c'est parce que nous traitons tardivement que la mortalité est beaucoup plus élevée en Afrique au sud du Sahara sur la courbe rouge versus que dans les autres pays. Donc, la recherche opérationnelle pour le futur, c'est de commencer tôt, mais surtout c'est d'améliorer et de favoriser l'accès au dépistage et au traitement antirétroviral. Dans cette étude que nous avons menée dans le cadre d'une collaboration avec l'ANRS à Dakar, on a essayé de voir mais quelles sont les causes de mortalité précoce, de quoi meurent ces patients africains de façon précoce dans les 3 premiers mois. 2 causes majeures, ce sont les infections bactériennes, et parmi les infections bactériennes, les infections mycobactériennes, la tuberculose et toujours la tuberculose restent les premières causes de décès, même chez les patients qui sont sous traitement antirétroviral, associées à d'autres infections bactériennes telles que les septicémies, etc. Et dans cette diapositive de l'étude ANRS 12-15, suivie de cohortes depuis 1998 jusqu'en 2010, on voit que la mortalité précoce est extrêmement élevée chez ces patients-là. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que depuis 1998 jusqu'à plus de 138 mois de suivi, plus de 10 ans de suivi chez ces patients, cette mortalité diminue. Et maintenant, on verra que ce sont d'autres causes de décès chez ces patients-là. Donc, il faut agir sur cette mortalité-là précoce pour justement améliorer le futur de ces patients-là. L'autre élément aussi sur lequel je voulais insister, c'est le faible taux de rétention, c'est-à-dire le taux de perdu de vue extrêmement élevé chez ces patients. Et ça, c'est une étude qui a compilé avec notre ami Jean-François Dabis, qui dirige ce groupe EDA West African Collaboration, et plus de 14 000 patients enrôlés. Et on a essayé de voir dans le suivi le taux de rétention et le taux de perte de vue de ces patients-là. Et en général, ça tourne autour de 20% de perte de vue chez ces patients qui sont mis sous traitement après 12 à 18 mois de suivi. Et cette autre publication montre également que
quel que soit le pays que vous voyez, le Botswana, le Kenya, le Cameroun, le Sénégal, l'Ouganda, ou bien l'étude multisite, vous voyez que au fur et à mesure que l'on avance en mois, en année, on voit qu'il y a une diminution significative du nombre de patients vivant, prenant leurs médicaments et restant dans le programme, et donc qui explique un taux de perte de vue extrêmement élevé. Mais quelles sont ces causes de perte de vue qui sont multiples? Plusieurs études ont essayé d'expliquer ces causes de perte de vue. J'en ai mis ici uniquement 4 références bibliographiques. Les raisons principales, ce sont souvent des raisons qui ne sont pas d'ordre médical. C'est le coût de la consultation qui est un frein dans certains pays pour que ces patients puissent venir à la consultation. C'est aussi en Tanzanie, plus de 50% des pertes de vue sont expliquées par les coûts de transport, d'aller de chez soi vers la clinique, qui expliquent ces pertes de vue-là, la pauvreté, les ruptures de stroke, mais aussi et surtout le stade avancé de l'infection par le VIH. Je voulais aussi insister sur un élément fondamental. Dans le futur de l'infection par le VIH, il faut absolument qu'en Afrique, que nous puissions disposer de l'outil virologique pour suivre ce que nous sommes en train de faire. Sans études virologiques, on va changer le traitement de façon tardive. On ne pourra pas premièrement évaluer si la première ligne marche ou pas, et on va le faire de façon tardive, et ça aura un impact négatif sur la mortalité de ces patients. Ce que nous utilisons aujourd'hui dans beaucoup de pays, c'est l'outil clinique. Et vous conviendrez aisément avec moi que l'outil clinique est en retard par rapport à la virologie. Ça ne peut pas nous permettre de dire réellement ce qui se passe dans l'organisme, parce que vous voyez, on a déjà d'abord l'échec virologique, et dès qu'il y a réplication virale tout à fait au début, même si le patient est sous traitement antirétroviral, apparition de mutants résistants, nous utilisons la clinique et l'immunologie, c'est encore très tardif par rapport justement à ce qu'on devrait avoir, qui est la virologie. Cette étude qui a essayé de compiler et de montrer quel est le taux de résistance dans un groupe de patients avec un bon monitoring virologique versus un groupe sans monitoring biologique, il n'y a pas photo. La résistance est beaucoup plus élevée si vous n'avez pas d'outils virologiques pour mesurer ce que nous sommes en train de faire. Et je pense que ce sont des outils qui sont en faveur pour vraiment appuyer le plaidoyer qu'un outil virologique doit être disponible. Parce que si vous ne changez pas tôt, cette étude aussi du groupe ArcLink IDEA qui a montré que vous voyez que le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez les patients qui sont sous première ligne mais en échec versus chez les patients qui sont sous première ligne et qui ne sont pas en échec. Autrement dit, quand on est sous un schéma antirétroviral de première ligne et qui ne marche pas, ça va augmenter les probabilités de décès, et d'où une nécessité d'avoir vraiment l'outil virologique pour évaluer ce que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est un élément fondamental pour le futur dans nos pays en voie de développement. Et il y a un beau papier de Tony Harris qui est sorti en 2010 au mois de janvier passé. Et nous faisons partie des supporters de cette nouvelle approche d'avoir la charge virale plasmatique pour savoir ce que nous faisons. Et c'est vrai, il faut traiter précocement, il faut choisir des schémas moins toxiques, mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de monitoring, ce que les anglo-saxons appellent the point of care of viral load, je pense que ce sont des outils qui ne sont pas des outils de charge virale au niveau central, mais au niveau le plus décentralisé possible, simple et facile d'utilisation, pas d'infrastructure libre, température ambiante, pas de chaîne de froid, mais surtout qui coûte moins de 2 euros. Je pense que sur le plan stratégie, il faudra qu'on essaie de mettre à disposition dans un futur proche ces outils d'évaluation de la charge virale dans les pays en voie de développement. Et je voulais terminer sur cette diapositive. Maintenant, on parle d'affection de longue durée. Aujourd'hui également, en plus du traitement antirétroviral seconde et troisième ligne, le grand défi de l'Afrique, c'est de pouvoir évaluer les effets secondaires à long terme des médicaments antirétroviraux. Je l'ai dit, nos patients commencent à vieillir et vont présenter toutes ces complications-là avec un plateau technique de laboratoire extrêmement déficient
dans nos différentes structures. Comment va-t-on régler ces complications cardiovasculaires, le risque cardiovasculaire, comment va-t-on l'évaluer, les complications rénales, les complications osseuses, les néoplasies. Mais surtout, on a fait une étude tout récemment à Dakar pour montrer que le fait de faire le bilan cardiovasculaire coûte 4 à 6 fois plus cher que les médicaments antirétroviraux. Ça, c'est un défi auquel les pays africains vont faire face et ça va être extrêmement difficile. Et si vous arrivez à faire le diagnostic, le traitement souvent n'est pas du tout disponible. Et cette étude également, dans le cadre toujours de la collaboration ANRS 12-15 et le suivi de 10 ans, nous montre qu'il y a de nouvelles pathologies non infectieuses qui apparaissent chez ces patients, le diabète, les problèmes de l'hypo- et l'hyperatrophie, l'hypertension artérielle, des cancers, des tableaux d'AVC qui sont fortement liés justement à ces complications non infectieuses de l'infection par le VIH. Et je voulais vraiment terminer pour dire que également, autant on parle de combinaison de traitements aujourd'hui, l'idéal c'est de dépister précocement et de traiter précocement ces malades-là pour avoir un impact non seulement individuel, mais avoir également un impact sur la communauté, ce qu'on appelle la réduction de la charge virale communautaire. Je vous remercie de m'avoir écouté.